protège ni leurs enfants ni leurs champions. L'affaire Dangote est très grave et ça se déroule sous le regard de tout le monde. Bien évidemment, ça passe un des messages les plus violents qui soient. N'investissez pas au pays. S'il y a bien une chose qui montre que les pays africains sont encore sous domination, on va dire néocoloniale, c'est bien l'affaire Dangote en fait. C'est bien ce genre d'affaires comme l'affaire Dangote. Quand on parle de néocolonisation, on pense que ça s'adresse juste à l'Afrique francophone, qui a un mal beaucoup plus visible. Mais en fait, on parle de tous les pays africains qui ont été colonisés et qui d'une manière ou d'une autre sont encore sous l'influence étrangère. Ce qui arriva à Dangote au Nigeria, dans son pays, ne serait jamais arrivé à un Jeff Bezos ou à un Bill Gates aux États-Unis. Jamais. Les pays africains ne protègent ni leurs enfants ni leurs champions. C'est-à-dire qu'on vous balance juste comme ça. Démerdez-vous. Et quand vous arrivez à faire quelque chose avec tous les obstacles qu'on met sur votre chemin, c'est là que les gens sont fiers de dire tel est tel, tel est tel. Non, lui, il est de chez nous. Et même quand vous arrivez à un certain niveau, on vous met quand même de ce genre de coups durs qui peuvent faire très très mal à une carrière, voire à une vie. On va donc parler de l'affaire Dangote, mais pour ceux qui ne savent pas qui il est, je vais faire une présentation rapide de l'individu. Aliko Dangote est un très puissant homme d'affaires et industriel nigérian. Il est surtout connu en tant que fondateur, président et PDG du groupe Dangote, le plus grand conglomérat industriel d'Afrique de l'Ouest. On a estimé sa valeur nette à 15,3 milliards de dollars en mai 2024, ce qui en fait donc littéralement la personne la plus riche d'Afrique. Ça fait aussi de lui la personne noire la plus riche du monde, c'est important de le préciser, et la 132e fortune mondiale, tout pays confondu. Vous voyez là donc on parle à un gars lourd, on parle du très lourd. Alors, il y a quelques années, Dangote a pris la décision de créer une raffinerie de pétrole pour pouvoir faciliter l'accès à cette ressource qui est encore très utilisée de nos jours dans le monde. Le pétrole est encore l'une des principales sources d'énergie dans le monde. Il est donc parti sur le principe qu'il voulait créer une branche de négoce de pétrole probablement basée en Grande-Bretagne pour l'aider donc à gérer l'approvisionnement brut en produits destinés à sa nouvelle raffinerie au Nigeria. Cette décision déjà réduirait le rôle des plus grandes sociétés commerciales mondiales qui négociaient depuis des mois à la raffinerie pour fournir du financement et du pétrole brut en échange de l'exportation de produits. La raffinerie géante de 650 000 barils par jour était sur le point de redessiner littéralement les flux mondiaux de pétrole et forcément les flux de carburant. C'est donc là où la mafia du pétrole a été activée. BP, Trafigura et Vitol, entre autres, ont rencontré Dangote à Lagos et à Londres ces derniers mois pour lui proposer des prêts couvrant quelques 3 milliards de dollars de fonds de roulement dont la raffinerie a besoin pour acheter une grande quantité de pétrole brut. Les négociants ont demandé à la raffinerie de rembourser ses prêts en exportant du carburant, mais Dangote a refusé. Il n'a accepté aucun accord car il craignait que cela ne réduise son contrôle sur le projet et potentiellement que ça réduise également ses bénéfices. Mais surtout, il voulait être autonome et couvrir le très vaste marché africain. L'Afrique est immense. La raffinerie a duré près d'une décennie et a coûté 20 milliards de dollars, soit 6 milliards de plus que prévu par le budget. Et donc c'est là que les problèmes vont commencer, à partir du moment où il a refusé de traiter avec les gars, parce qu'il voulait être autonome. On va dire que les problèmes ont commencé parce qu'il a clairement exprimé le fait qu'il voulait être entièrement autonome. Au milieu du mois de juin 2024, Dangote a révélé des tentatives de la mafia pétrolière contre son projet de raffinerie. La mafia du pétrole est pire que la mafia de la drogue. Dans la drogue, vous savez qui vous combattez. Mais dans le pétrole, vous ne le savez pas. Ni à l'intérieur, ni à l'extérieur, même au sein de l'entreprise. Je peux vous dire que je suis sûr à 100% qu'ils ont peut-être même infiltré des gens. Il a fait cette révélation le 12 juin 2024 lors des réunions annuelles sur le commerce et l'investissement à Nassau aux Bahamas et a comparé les cartels du pétrole, déterminés à maintenir leur emprise sur l'industrie, à une mafia plus forte même que la mafia du filon. Vous voyez de quoi je veux parler. Dans son intervention, le milliardaire a fait savoir que les organisations criminelles locales et internationales du secteur du pétrole avaient tenté à plusieurs reprises de saboter le projet. Face donc à cette tentative répétée de sabotage, Dangote a fait preuve d'une résilience remarquable. Il a décrit les différentes stratégies déployées à son encontre pour l'empêcher de poursuivre ses activités. C'est-à-dire, il y avait par exemple certaines banques internationales qui auraient tenté de le pousser à faire défaut sur ses prêts. Donc les gars utilisaient tous les moyens à leur disposition pour se préparer aux différents défis dans le secteur pétrolier parce qu'ils connaissaient la dangerosité.
Il a donc mis un certain nombre de sécurités à son encontre et à l'encontre de ses partenaires. Malgré les obstacles, il a réussi à rembourser une partie substantielle du prêt contracté pour la raffinerie qui s'élève à 2,4 milliards de dollars sur un total de 5,5 milliards. Cet acte montre sa capacité à gérer efficacement ses finances et à maintenir donc la viabilité de ses projets malgré les pressions extérieures et tout le lobbying qui était mis sur lui. À la lumière de cette tentative de sabotage, il a aussi affirmé que l'Occident n'est pas intéressé par une Afrique développée. Non, pas du tout. Mais l'Occident est plutôt intéressé par ce souci-là de poursuivre son exploitation qui dure depuis des décennies de l'Afrique. Son exploitation de l'Afrique qui, on le sait très bien, qui les a littéralement rendus tout ce qu'ils sont aujourd'hui. Face à cet enjeu de taille qui doit être surmonté, Dangote a convié les pays africains à s'unir pour forger des partenariats mutuels bénéfiques. Vous savez que la maîtrise de l'énergie est essentielle pour quelque pays que ce soit qui veut prendre son autonomie tout simplement. Maîtriser l'énergie, c'est maîtriser littéralement l'expansion d'un pays. Parce qu'on ne peut rien faire sans énergie, on a toujours besoin d'énergie. Ce projet donc allait être une très grande avancée dans ce sens, dans le sens du contrôle de l'énergie et de l'autonomisation d'une partie de l'Afrique du moins. Soulignons que la contribution de la raffinerie de pétrole de 19 milliards de dollars à Lagos représente un projet ambitieux, visant donc à réduire la dépendance du Nigeria, mais aussi des pays de la sous-région, de toute l'Afrique de l'Ouest donc aux produits pétroliers importés. Ça aurait aidé toute l'Afrique de l'Ouest cette raffinerie. La raffinerie Dangote, d'une capacité de 650 000 barils par jour, devait changer la donne en contribuant à mettre fin à la dépendance du Nigeria à l'égard des importations de carburant. Ça aurait grandement baissé le prix. Et en juin donc, ce mois, il y a eu un souci. En fait, il y a eu plusieurs soucis. La raffinerie devait commencer à vendre du pétrole ce mois-là. Mais elle a repoussé cette échéance en mi-juillet, invoquant des problèmes logistiques mineurs. Donc ça pouvait encore aller. Sauf que nous avons déjà dépassé mi-juillet. On est d'accord là-dessus. Qu'est-ce qui s'est passé? Au moment où on parle, dites-vous que Dangote regrette d'avoir investi dans son pays pour un truc qui allait aider son pays, son gouvernement, tout le monde en fait. Après avoir inauguré l'une des plus grandes raffineries d'Afrique, destinée à produire du pétrole à moindre coût, il se retrouve confronté à une crise majeure. L'État nigérien lui adresse des obstacles extrêmement compliqués. Par exemple, en disant qu'ils n'ont pas de pétrole pour lui. Qu'on ne dispose pas de pétrole brut pour alimenter sa raffinerie. On ne dispose pas du pétrole brut pour qu'il puisse travailler. Dangote a partagé sa frustration en parlant de son ami qui l'avait déconseillé dans les débuts d'investir au Nigeria. Et il dit que cet ami se moque de lui maintenant. Qu'il y a 4 ans, l'un de ses amis très proches, riche aussi, a commencé à investir son argent à l'étranger. Il n'était pas d'accord avec lui et l'a exhorté à venir faire des trucs dans son pays, à faire en sorte que les intérêts reviennent au pays. Et son ami là a justifié son choix de préférer investir à l'étranger parce qu'il a parlé de l'incohérence politique et des manigances des groupes d'intérêt. Cet ami-là l'a donc nargué ces derniers jours en disant qu'il l'avait prévenu et qu'il avait raison. Donc un gars était de son côté, il a dit ok, je vais me battre pour le pays, et l'autre a dit non, moi je ne vais pas me battre pour le pays. Et celui qui a dit qu'il ne va pas se battre pour le pays a eu raison. Vous voyez la violence du message qui est passé. En fait, alors que la raffinerie était sur le point de produire ses premiers litres d'essence, avec la promesse donc d'assurer au Nigeria une autosuffisance en pétrole raffiné, la grande raffinerie de Dangote a littéralement été tranchée. On lui a coupé l'herbe sous le pied. Les autorités fédérales l'accusent notamment de produire du diesel de mauvaise qualité et d'être à terme en position de monopole. Il est seul. Comment ne peut-il pas être en monopole? Quand ce sont les autres qui ont le monopole, qui sont les premiers à démarrer dans un marché, personne ne parle, tout le monde est fier. Quand c'est lui, il aura peut-être le monopole, on refuse. Il n'a pas encore. N'importe qui peut venir investir dedans, n'est-ce pas? Il n'a même pas encore commencé, mais on dit déjà qu'il aura le monopole, ce n'est pas bon, on doit arrêter ça. Le pire, c'est qu'il a lui-même dit que le marché était grand, que qui peut investir vient investir, qu'il y a de la place pour tout le monde. On s'étonne donc du paradoxe. Le Nigeria, un géant pétrolier africain, dépend encore des importations du pétrole raffiné. Parce qu'en effet, bien que le Nigeria soit le premier producteur de pétrole brut en Afrique et le 15e au monde, aucune des raffineries publiques actuelles n'est en activité. Aucune. C'est-à-dire que le gouvernement du Nigeria extrait du pétrole des sous-sols et envoie ce pétrole brut à l'étranger pour que ce soit traité, raffiné, avant de revenir maintenant pour être utilisé dans les voitures et autres. Ce qui rend le coût du pétrole beaucoup plus cher. Vous savez, dans l'industrie, ce qui augmente la valeur d'un produit, c'est la transformation et le transport.
Quand je dis transport, c'est vraiment tout ce qui est distribution. Voilà. Vous pouvez acheter une tête d'ananas, par exemple, à 250 francs. Si vous lavez et découpez l'ananas en tranches, vous pouvez vendre chaque tranche à 100 francs. Si vous avez, par exemple, découpé en 8 tranches, ça fait 800. Un ananas que vous avez acheté à 250. Vous voyez qu'il y a une première transformation qui a augmenté la valeur. Si vous prenez maintenant la moitié de l'ananas là, vous pressez, vous rajoutez de l'eau et un peu du sucre. Vous faites 1 litre du jus d'ananas avec la moitié d'un ananas, vous pouvez vendre ça à 1500. Donc un ananas va vous rapporter 3000. Parce que c'est quitté d'une transformation à une autre transformation encore. Maintenant, si vous prenez ce jus d'ananas là, que vous mettez dans des bouteilles, rajoutez un peu de conservateur dans des bouteilles designées, là vous pouvez vendre la bouteille à peut-être 2500. Vous voyez donc, plus un produit est transformé, plus on a mis de l'intelligence dans un produit pour le transformer, plus sa valeur augmente. Ça veut dire en fait que le pétrole raffiné coûte beaucoup plus cher et a beaucoup plus de valeur que le pétrole brut. Et vu que le Nigeria donne le produit brut et reçoit un produit transformé, ça veut dire que sa valeur est exponentiellement augmentée. Donc le Nigeria paye plus. Et c'est donc en ça que Dangote venait pour sauver le marché. En raffinant localement, il allait faire gagner un coût de transport, de logistique globale et ensuite le coût de transformation au pays. Vous imaginez à quel point ça allait être bénéfique pour la sous-région? Sauf que ça n'a maintenant pas plu aux entreprises étrangères qui raffinent pour le compte des pays africains. Et là donc ils ont activé leur mafia, comme Dangote disait. Tout a été activé, tout a été mis pour couper le projet. La raffinerie de Dangote devait produire 5000 barils par jour avant la fin du mois d'août, dépassant donc déjà de base la consommation quotidienne du pays qui s'évalue à 480 000 barils par jour. Le surplus aurait été destiné à l'exportation. Ils allaient déjà commencer à vendre aux pays voisins. Des Nigérians qui passent des heures dans des files d'attente interminables pour obtenir de l'essence étaient fiers à l'annonce de la solution Dangote, puisque cette situation de pénurie de pétrole s'est aggravée après la suppression des subventions publiques au carburant en 2023 par le président Tinubu. Donc c'était vraiment une solution qui venait rendre fiers les gars qu'enfin on ne va plus souffrir pour avoir du pétrole. La méga raffinerie représentait autant une question de souveraineté nationale qu'une question économique pour les Nigérians, qui espéraient donc bénéficier d'une essence beaucoup moins chère. Et à terme, la raffinerie allait avoir son plein potentiel théorique à 650 000 barils par jour, ce qui était largement fait pour couvrir non seulement le pays, mais aussi vendre une fois de plus aux pays extérieurs. Et donc, dès que la raffinerie est prête, on dit de 1, son diesel n'est pas bon. De 2, on ne peut pas lui fournir quoi que ce soit comme pétrole brut à raffiner. Et de 3, voilà, il a le monopole. La compagnie pétrolière nationale nigérienne devait fournir 300 000 barils par jour à la raffinerie. Et ils ont dit qu'ils ne peuvent plus le faire en raison de vols, de détournements sur les oléoducs et de manque d'investissement. La NNPC donc dit ne pas pouvoir tenir cet engagement. Des vols et des détournements. C'est-à-dire, les estimations du gouvernement nigérian indiquent que plus de 20 milliards de dollars sont perdus chaque année à cause des voleurs de pétrole qui perforent donc les oléoducs mal sécurisés. Pourquoi c'est mal sécurisé? On ne sait pas. Il y a eu plus de 9000 ruptures d'oléoducs cette année et 6409 raffineries illégales ont été fermées dans la région du delta du Niger. On parle de 4846 conduites illégales connectées à des oléoducs qui ont été détruites. Et il en reste encore 700. Et il reste encore 700 points de connexion illégaux qui continuent de siphonner le pétrole du Nigeria. Et ça, c'est la compagnie pétrolière nationale qui l'annonce. Ce n'est pas moi. Je connais quoi dedans? Ce sont les chiffres que même ils disent. Donc si c'est même plus, on ne peut pas savoir. Maintenant, face à la situation, Dangote a cherché à s'approvisionner ailleurs en pétrole brut, vous voyez, dans d'autres pays africains ou encore des pays hors d'Afrique, comme le Brésil, les États-Unis, la Libye, l'Angola et d'autres nations africaines qui pourraient également être sollicitées. Par exemple, le Sénégal, qui est devenu un nouveau producteur de pétrole. Et quand maintenant Dangote a trouvé des marchés, on lui a dit, ok, tu n'as rien comme pétrole brut au Nigeria, pas de souci, il est parti ailleurs, il a trouvé du pétrole brut. C'est là maintenant que l'État du Nigeria dit qu'il n'a pas la licence. Donc, il cesse toute activité dans le secteur. Il n'a pas la licence. On parle d'un projet qu'il mène depuis des années. Le terrain sur lequel a été construite l'usine a coûté 100 milliards de dollars. Il a acheté ça à l'État nigérien. Ce n'est pas un cadeau de l'État. Depuis le début de ce projet, l'État ne lui a fait aucun cadeau. Un projet aussi utile et aussi essentiel. L'État ne lui a fait aucun cadeau. L'État ne l'a pas accompagné. Quand tout est fini, quand il va démarrer les trucs, c'est là qu'on lui dit, tu n'as pas la licence. Donc vous voulez nous faire croire qu'il n'y avait pas pensé. Il s'est dit, tiens, je vais investir 20 milliards, 19 milliards
Et je ne pense pas que je vais devoir prendre une licence avant de faire ça. Il ne s'est pas rassuré d'avoir les licences nécessaires. C'est bien ça qu'on essaie de nous faire croire. Pourquoi est-ce qu'on ne lui a simplement pas dit dès le départ qu'il laisse, qu'on ne lui donne pas la licence? Au moins là, il n'aurait pas fait un investissement aussi lourd. Il n'aurait pas perdu autant d'argent. C'est extrêmement violent ce qu'on lui a fait subir. C'est un message extrêmement violent que l'on est en train de passer. En réponse à ces accusations et à cette situation globale, Dangote a dit que son diesel est supérieur et de bien meilleure qualité par rapport à ce qui est importé au Nigeria. Il a clairement fait comprendre qu'il respecte les normes internationales et que n'importe quel régulateur peut venir n'importe quand sans même prévenir pour tester la qualité de son diesel. Lors d'une interview, il a également dit qu'il était prêt à céder la propriété de sa raffinerie à la Société énergétique publique NNPC. Il a dit, je cite, qu'ils me rachètent et gèrent la raffinerie du mieux qu'ils peuvent. Ils m'ont qualifié de monopoleur. C'est une allégation incorrecte et injuste, mais ce n'est pas grave. S'ils me rachètent, au moins, leur soi-disant monopoleur sera hors de portée. D'ailleurs, une chose importante que j'ai à noter, le Nigeria n'a pas les laboratoires pour tester la qualité de son pétrole. Qui a donc fait les études jusqu'à dire que son diesel n'est pas de bonne qualité? Qui? C'est aussi une question qu'on doit se poser, on est bien d'accord là-dessus. Dans l'interview, vous sentez qu'il n'a pas envie de prononcer le nom. Je suppose qu'il s'agit toujours de la mafia. De cette même mafia qui l'embête depuis le début. En conséquence de cette tension avec l'instance de régulateur nigériane, Dangote a décidé de ne plus investir non plus dans l'industrie de sidérurgie nigériane pour éviter d'être accusé de monopole une fois de plus. Cette situation préoccupe la population du pays car le projet de Dangote devait réduire les dépenses massives du Nigeria aux importations de produits pétroliers raffinés, permettant donc au pays d'économiser environ 30% des devises étrangères dépensées pour les importations. Ça allait aussi donner la main-d'œuvre locale, donner une expertise locale, donner du travail local, payer des impôts, payer tout dans le pays. Ça allait faire en sorte que plein de gens gagnent de l'argent, plein de gens deviennent riches, plein de gens deviennent même millionnaires, multimillionnaires, voire milliardaires grâce à ce truc. Des gens font les études, finissent au chômage alors qu'ils auraient pu travailler là-bas. En tout cas, il est en train d'essayer de se remettre. Par exemple, il y a quelques heures, j'ai appris que le président gabonais incite donc l'homme d'affaires nigérian, Aliko Dangote, à investir au Gabon. Le Gabon souhaite tirer parti de ses nombreuses ressources naturelles et les exploiter. Le président de la transition, le général Brice Oligui Nguema, a donc invité Dangote à exploiter les opportunités d'investissement dans ce pays d'Afrique centrale. La rencontre entre Nguema et Dangote a eu lieu mardi à Libreville, la capitale gabonaise. Les deux hommes ont discuté des investissements potentiels dans la production de ciment et d'engrais, notamment l'urée et le phosphate. Le président Nguema a exprimé son enthousiasme pour ce partenariat potentiel, soulignant donc l'engagement du Gabon à créer un environnement favorable aux investissements étrangers. Il a noté que la collaboration avec Dangote Industries apportera des avantages mutuels significatifs, tels que la création d'emplois, le transfert de technologies et le renforcement des capacités industrielles. L'invitation de Dangote et de Nguema survient lorsque l'homme d'affaires donc fait face à des critiques des autorités nigérianes concernant sa raffinerie. Ça tombe plutôt bien bon. Il va quand même essayer de se reprendre. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'est pas fini. Lors de la réunion, Dangote est connu pour ses entreprises prospères à travers toute l'Afrique, a réitéré l'engagement de son entreprise, de ses entreprises, à favoriser le développement économique du continent. Parce qu'il sait que le véritable potentiel économique, c'est ici en Afrique. Les gens sont riches ailleurs, on croit qu'ils sont riches, mais l'Afrique, c'est un marché où il faut tout prendre. Le Gabon, de son côté, est un pays en développement qui bénéficie des revenus par habitant les plus élevés d'Afrique centrale, principalement grâce aux revenus pétroliers, qui constituent une part importante du revenu du gouvernement, du PIB et des exportations. En 2023, le Gabon a produit environ 200 000 barils de pétrole par jour. Vous voyez, un chiffre donc qui peut grandement intéresser Dangote. Ce que moi je retiens, c'est la façon dont on traite un homme de ce calibre en Afrique. Entre ça et tous les défis essentiels que nous avons en Afrique, comment est-ce que vous voulez que des gens investissent ici? Dites-moi. Dites-moi si ce n'est pas fait exprès. Pour se déplacer en Afrique, c'est dur. Pour communiquer en Afrique, c'est dur. Dites-moi si ce n'est pas fait exprès. Dites-moi si ce n'est pas avec la complicité de nos leaders que nous sommes autant